Hello, bienvenue dans Business de Meuf, le podcast qui raconte l'entrepreneuriat féminin. Je m'appelle Astrid et dans mes épisodes, vous trouverez toutes les ressources nécessaires pour vous inspirer, vous former et vous motiver. Toujours avec une pointe d'authenticité et de spontanéité. D'ailleurs, sachez que cette saison Business de Meuf est soutenue par Axonote, le logiciel français de la gestion d'entreprise qui permet entre autres de gérer sa boîte de A à Z en quelques clics. Pour vous en dire plus sur Axonote, c'est un logiciel qui permet de gérer sa relation client, ses emailings, ses devis et ses factures sur une même interface. Autant vous dire que ce logiciel pépite vous ira aussi bien si vous êtes en cours de création d'entreprise ou créé depuis des années. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous invite à vous abonner dès à présent au podcast, à nos réseaux sociaux pour être au courant des prochains lives que je vais vous proposer avec mes invités. Vous pourrez aussi leur poser toutes vos questions et être au courant de toutes nos actualités. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires sur les plateformes d'écoute et je vous recommande fortement de rester jusqu'à la fin de l'épisode car nous avons préparé une surprise. Bonjour Julie. Bonjour Astrid. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Business de Meuf. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, je suis super contente. Donc, merci d'avoir répondu, d'être là aujourd'hui et de répondre à nos questions finalement. Pour la petite histoire, il y a une nouvelle catégorie que j'avais expérimentée dans la saison 2, c'est la partie avec des experts qui viennent nous parler en fait de certaines expertises qu'ils ou elles maîtrisent et qui peuvent nous aider à avancer dans nos business respectifs, soit en tant que business en tant que tel, ou soit comme outil en fait pour développer un business existant. Donc Julie, merci d'être là. Et est-ce que tu peux présenter ton activité et nous présenter ton activité de conseillère en investissement immobilier ? Oui, tout à fait. Alors oui, moi je suis coach en investissement immobilier et plus particulièrement pour les femmes, notamment les femmes entrepreneurs. Ça me tenait énormément à cœur, je dirais, d'aider les femmes et les entrepreneurs à être, je dirais, plus indépendants, à préparer leur retraite. Parce qu'on a beaucoup de préjugés autour de l'entrepreneuriat, qu'on ne peut pas avoir d'emprunt, etc. Donc, on pourra en reparler. Mais en tout cas, j'ai vraiment choisi de m'orienter auprès des femmes et les femmes, notamment entrepreneurs. Voilà. D'accord. Oui, justement, les femmes entrepreneurs, alors tu as choisi le sujet, en fait, qui nous passionne, parce que en tant que femme, soit un entrepreneur, soit chef d'entreprise, en fait, on se pose énormément de questions et la majorité du temps, quand on pense à créer, à investir dans l'immobilier, on se dit, en fait, on n'a plus de CDI, donc on peut plus... c'est mort, ouais. Forcément, on peut plus acheter. Donc, en fait, le CDI est vu un petit peu comme un Graal à l'entrepreneuriat, à l'investissement, comme un Graal. Le CDI est vu comme un Graal à l'investissement et forcément, quand on rentre plus dans ce cadre de salarié et quand on rentre plus dans ce cadre de se dire qu'on a un CDI, on se dit que c'est plus pour nous, quoi. Alors, est-ce que tu peux nous présenter, on va commencer les questions et tu vas nous partager tes expertises. Est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise et les prestations que tu proposes en quelques mots ? Donc, Librimo Academy a été créée pour aider toutes ces femmes entrepreneurs à vraiment réussir leur projet immobilier. L'important, c'est la réussite. Moi, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir accompagner les femmes jusqu'au bout et vraiment avec cette sérénité de pouvoir aussi faire un achat à leur image qui leur correspond et ne pas se retrouver avec des difficultés puisque l'immobilier, c'est quand même un engagement sur 20 ans. Donc, c'est essentiel de pouvoir le réussir et moi, c'était inconcevable de ne pas accompagner jusqu'au bout. Et alors, moi, je propose des programmes d'accompagnement. Donc, j'ai 3 niveaux de programme selon, je dirais, l'accompagnement personnalisé qu'on veut, avec toujours une base commune qui va être des vidéos donc de formation, mais vraiment des vidéos de base pour l'essentiel, vraiment de la compréhension de l'immobilier. Et après, il y a des séances de coaching qui sont vraiment adaptées à la personne, à sa situation, à, son profil personnel, en couple ou pas, avec des enfants, son envie, quel est l'objectif effectivement de son investissement immobilier. Et tout ça, en fait, je les accompagne de A à Z. Et je me suis aussi entourée d'experts parce que je voulais vraiment aussi apporter le maximum de valeur aux filles. Et du coup, par rapport à ça, moi, j'ai une courtière partenaire qui intervient dans tous mes programmes pour préparer soit les comptes financiers au début, soit aider au niveau de la présentation du projet lorsqu'on passe devant les banques. Un genre de coaching aussi financier. D'accord. Il y a aussi une notaire partenaire
Et il y a aussi une expert comptable partenaire qui, pour le coup, intervient aussi dans les formations, avec qui j'ai co-construit le module fiscalité. D'accord. Et pour moi, l'essentiel, c'est que ces personnes, ces partenaires aussi, sont des investisseurs. Et ça, c'était essentiel pour moi dans le choix de mes partenaires, c'est que ce soit aussi des personnes qui vivent aussi l'investissement immobilier et qui ne donnent pas juste des conseils de théorie, mais vraiment qui le vivent aussi. Au quotidien. Ouais. Donc, tu as décidé de faire de l'investissement immobilier et d'accompagner les femmes à monter leurs projets, mais ton programme, il se base sur toi, tes apprentissages personnels, ça on va en parler tout à l'heure, mais aussi avec le regard et l'expertise de ton équipe avec... une courtière, une équipe essentiellement féminine en fait. Oui, voilà, naturellement, effectivement féminine pour aussi comprendre les enjeux, les blocages aussi, que ce soit sur l'argent, les objectifs, l'envie de transmettre, qu'on se comprenne. Donc effectivement, essentiellement féminine. Alors, l'expert comptable, moi, j'étais en relation avec une femme, mais après, comme c'est une plus grosse équipe, on peut tomber sur un homme, mais qui a, je dirais, une sensibilité aussi. C'était une vraie rencontre aussi. Oui, et je dirais, chaque partenaire, c'est une vraie rencontre sur des valeurs partagées, d'accompagnement, je dirais, de professionnalisme, de qualité. Sur quelle expérience de ton parcours professionnel tu t'es basé pour proposer aujourd'hui ce service ? Alors, moi, j'ai effectivement commencé l'investissement personnellement en 2017. D'accord. On a acheté avec mon conjoint donc plusieurs biens. Aujourd'hui, on a 5 immeubles et plus de 30 biens. 5 immeubles. Rien que ça. C'est énorme. Oui, mais alors un immeuble, ça peut être un petit immeuble de 4 logements, on en reparle, il faut aussi décomplexer le T'as pas acheté un building par exemple ? Non, pas encore, ça viendra peut-être. Ça viendra. Mais alors c'est pas non plus ce que je conseille à mes clientes, c'est juste pour effectivement être légitime dans l'expérience que j'ai eue, l'expertise, parce que je suis passée par différentes phases aussi de l'investissement immobilier, que ce soit de l'achat où il y a déjà les locataires en place, que ce soit de l'achat avec des travaux de A à Z, ou juste de la rénovation, et sur les différents régimes fiscaux aussi. Moi, j'ai différents régimes fiscaux. Alors, on parlait mais un peu des gros mots en fiscalité, mais la SCI, le LMNP, location meublée non professionnelle, l'achat en nom propre avec du déficit foncier. Bon, on entend tous ces mots-là. En tout cas, moi, j'ai utilisé tous ces supports parce que à chaque moment de ma vie et à chaque projet correspond effectivement le régime fiscal optimum. Voilà, pour sa situation. Et donc, j'ai aussi testé un petit peu de tout et je me suis fait ma propre idée aussi de ça et aussi de l'expérience de la gestion avec les locataires. D'accord. Donc, tu as fait de l'investissement propre, d'investissement en entreprise, dans l'investissement dans l'achat de biens meublés et loués. Oui, c'est ça. D'accord. Aussi. Et j'ai pas oublié un... Après, j'ai fait un Pinel où c'était une erreur. Ça, c'était le premier en 2016. Au moins, tu le dis, tu vois. Voilà. Et j'ai beaucoup appris. Et en fait, je veux dire, le Pinel, en fait, j'ai été... pas mal conseillée parce que l'objectif que j'avais à l'époque, c'était de défiscaliser étant salarié. Et donc, ça correspondait à cet objectif-là. Donc, la banque m'a orientée vers cet objectif. Mais du coup, après coup, maintenant, quand je vois celui-là et tous les autres, pour moi, dans les critères que je me fais, que l'immobilier ne doit pas impacter non plus notre budget personnel tous les mois, et bien celui-là, tous les mois, là, je rajoute 200 € tous les mois au bout. Et ce qui peut, sur 20 ans, c'est sur 30 biens, j'aurais pas pu faire ça. Oui, bien sûr. Donc, en fait, ça montre bien qu'en fonction de ta situation, soit si tu es chef d'entreprise, soit si tu es salarié, en fait, tes besoins vont pas être les mêmes. Oui. Et on va pas te proposer le même projet immobilier. Exactement. D'accord. Donc, c'est là où aussi ton accompagnement est bien, parce que finalement, tu peux te concentrer sur chacun des profils. Oui, c'est ça. Avec la connaissance, je dirais aussi, des intérêts de chacun et la compréhension, c'est-à-dire je force pas non plus si une personne a je dirais, un blocage sur acheter un immeuble, le mot immeuble. Oui, mais alors, tu m'as dit immeuble, moi j'étais en PLS, quoi. Et je force pas, j'explique juste les intérêts. Et après, c'est vraiment les intérêts de chaque type d'investissement, garage, maison, immeuble, appartement. Et après... on en discute et après un temps de réflexion, la personne, soit elle arrive à
à modifier sa manière de penser ou pas, et c'est pas un problème. Mais moi, je m'adapte effectivement aussi en fonction de ce que la personne se sent à l'aise à faire, et même au niveau montant. Il y a des personnes qui me disent, moi, je veux pas investir plus de 100 000 euros, ça me stresse, ou je veux pas faire un emprunt à la banque. On essaie d'en parler, mais faut que ça respecte en fait l'aptitude ou la capacité de la personne à gérer son emprunt, son engagement sur 20 ans, etc. C'est important aussi de respecter ce que peut faire peut de pas la pousser à faire quelque chose qui lui correspond pas, et demain elle va pas se retrouver, parce que finalement c'est un bien que tu prends, c'est un prêt que tu prends sur 20 ans, 25 ans, 30 ans, ça se fait plus maintenant. Ça se fait plus, c'est plus avec les nouvelles règles là de janvier qui sont sorties, ça se fait plus, 25 ans maximum, et primo-accédant, donc les personnes qui achètent leur résidence principale, c'est 27, mais comme nous on est sur de l'investissement immobilier, c'est 25. Donc, alors, est-ce qu'il faut que tu expliques un petit peu quelle est la philosophie quand tu veux acheter un bien immobilier pour toi et quand tu veux faire de l'investissement immobilier et en faire ton business? Oui. Alors, il y a la résidence principale. La résidence principale, on va l'acheter parce qu'on a un coup de cœur. Oui. On ne va pas l'acheter par rapport à un prix, même si on a un budget en soi défini, une surface définie, un petit jardin ou pas, mais on va avoir le coup de cœur et est-ce qu'on se sent bien ou pas dans le logement, est-ce qu'il nous plaît, si on aime bien l'histoire, on va peut-être aussi acheter avec de la vieille pierre, etc. Donc ça va être un coup de cœur. L'investissement immobilier, il faut le voir comme un business à part entière et sa rentabilité qui va avec. Et donc, on ne va pas forcément aussi prendre les mêmes critères. Par exemple, si moi j'ai un enfant, une petite fille et un chien, je ne vais pas acheter un appartement sans extérieur. Ça ne correspond pas à mon mode de vie actuel, donc je ne vais pas faire le même investissement que si c'est pour une résidence, ma résidence, ou un investissement immobilier. Et je ne vais pas non plus, par exemple, acheter de la vieille pierre, etc. Parce que là, on est sur des biens un peu plus haut de gamme, on va dire. Et il faut faire attention sur la location. Moi, je préfère acheter des choses qui vont plaire au plus grand nombre, qui sont blancs, qui sont facilement nettoyables, etc. Et il y a quand même cette notion de rentabilité aussi. On pourra en reparler, mais un investissement immobilier, comme je disais, c'est de la rentabilité. Et le dernier point sur l'investissement immobilier, même si c'est pas pour nous, la question que je me pose quand même, c'est est-ce que je m'y sens bien quand je le visite ? Que ce soit ou pas la taille qui me corresponde et le jardin ou pas, l'important c'est de dire quand je rentre dans le bien, est-ce qu'il est humide ? Est-ce qu'il est lumineux ? Est-ce que quand même je mettrai par exemple ma fille dedans ? Oui. Est-ce qu'en gros l'environnement, il est sain ou pas ? Ou on a peur de rentrer le soir après 10 heures du soir ? Et du coup, c'est les questions que je me pose quand même sur un investissement immobilier. D'accord. Est-ce que toi, ça te parle ? Est-ce que tu n'as pas envie de louer quelque chose qui ne te parle pas, toi, en tant qu'investisseuse ? Oui, qui ne me parle pas dans la qualité des prestations que je fournis. Je ne pourrais pas fournir un logement qui est moisi, qui n'est pas lumineux, qui ne donne pas envie. Ça, c'est rédhibitoire. Ouais. D'accord. Alors, la question qu'on se pose toutes... Comment fait-on pour investir quand on a une boîte et quand on est à son compte ? Parce que, ayant discuté avec des banques, etc., la majorité du temps, ce qu'elles me disent, c'est qu'il faut avoir au moins 3 ans de passif, 3 ans de bilan comptable. Est-ce que déjà c'est vrai, ou est-ce que c'est pas vrai, ou est-ce que ça dépend ? Ça dépend de plein de choses. Ou comment on fait ? C'est quoi le secret ? Moi, j'ai ma boîte, que ce soit entre micro-entreprises, entreprises individuelles, sociétés. Comment j'optimise tout ça ? Donne-nous des tips, des astuces, parce que là, on est au bout du rouleau, on ne sait pas comment faire. Ouais. Alors, déjà... je dirais, effectivement, on a la pensée, en fait, limitante, peut-être, qui va être dit qu'effectivement, un entrepreneur... il ne peut pas avoir d'emprunt bancaire parce qu'il n'a pas, comme tu as dit tout à l'heure, le Graal du CDI. Et puis le profil parfait, c'est-à-dire le quarantenaire, cadre, avec une femme, 2 enfants, un chien, parfait, tout lisse. Et là, les banques lui ouvrent les portes et voilà. Alors, oui, certes, si on est dans le cas optimum, ça sera plus facile. Maintenant, ça ne veut pas dire que les autres cas, c'est loupé pour nous, nous, notamment entrepreneurs. Après... Sur la question combien de temps, à partir de quand je peux investir dans l'immobilier par rapport à la vie, la naissance de mon entreprise, je dirais ça dépend, là pour le coup. Oui. Ça dépend déjà de
je dirais, la stabilité de l'entreprise. D'accord. À savoir, si tu as créé une boîte il y a 10 ans, mais que tu perds de l'argent, c'est comme si tu étais au chômage et que tu demandais un emprunt. Bon, là, c'est pas possible. On est d'accord que ce que veut la banque, c'est être assuré en ta capacité à rembourser un emprunt. Donc, ça va pas être possible. Maintenant, c'est plutôt à l'inverse. Pour moi, il ne faut pas attendre forcément 3 ans de bilan. Déjà, au bout de 3 ans, tu peux ne pas être rentable. Mais même si tu as 3 ans mais que tu n'es pas rentable, ça va pas marcher. Par contre, tu peux avoir moins d'années d'entreprise mais être rentable. D'accord. Pouvoir montrer une stabilité dans ton chiffre d'affaires, dans, je dirais, ta croissance, pour assurer la banque. D'accord. Et c'est à ce moment-là que tu peux faire aussi quand même un investissement immobilier plus tôt que les 3 ans. Mais pour moi, c'est pas une histoire de durée, c'est une histoire de santé de ton entreprise. D'accord. Donc, est-ce qu'au bout d'un an d'activité, tu as une boîte qui fait, je sais pas, tu te fais tous les mois 5 000 euros? Enfin, oui. Tu te fais tous les mois 5 000 euros, tu vas à la banque, au bout d'un an, tu peux avoir un prêt? Alors, là, je dirais aussi, il y a une autre condition qu'il faut regarder, c'est peut-être quel est ton environnement personnel. Parce qu'un an, on est vraiment sur la phase de démarrage. Oui. Je pense que c'est déjà la 2e année. Tu peux te dire, 2e année, seule, si ça marche bien, pour moi, c'est possible. 1 an, j'irai regarder, moi, en tant que banquier, mais il regarde plutôt, je dirais, à la fois, comme je disais, ton environnement, surtout ta situation personnelle. Si, à côté de ça, tu as un conjoint qui a une stabilité financière, qui est salarié, alors, entre guillemets, ça compense. C'est-à-dire, toi, tu montres d'un côté que ton entreprise, elle marche au bout d'1 an, et tu as en plus une situation de ton conjoint avec qui ça marche, si jamais tu as envie d'investir avec lui. Mais c'est pour ça, je dirais, à chacun sa situation, seul ou pas, et du coup, et en fonction de la croissance de la boîte, du marché de l'entreprise aussi. Quand tu es né, par exemple, sur des marchés de bouche actuellement, c'est un petit peu plus difficile que sur des entreprises, par exemple, de formation en ligne ou de technologie, parce que c'est plus des marchés qui sont porteurs. D'accord. Ou des artisans. Les artisans, c'est un marché qui est très, très porteur. Ah bon? Oui. On recherche les artisans. Alors, artisans, j'entends plaquistes, les travaux, ce genre de choses. Ça, c'est des marchés qui sont très, très porteurs en ce moment. Et les banques auraient tendance, sur un démarrage d'activité entrepreneur comme ça, ils savent que ça va décoller, quoi. Ils savent que si la personne, au bout d'1 an, quand même, ça roule, alors ça va décoller parce qu'on est en recherche d'artisans. Oui. Moins en recherche de restaurants où c'est encore fragile avec le Covid. Le Covid, oui. D'accord. Alors, du coup, ce qui va rassurer la banque, c'est si tu as un conjoint ou quelqu'un qui est la personne qui partage ta vie, qui est salarié, donc du coup, ça peut compenser si au bout d'1 an, 2 ans, tu veux te lancer. Après, si t'es solo, si t'es maman solo avec tes... entrepreneur. Donc, en fait, ça veut dire que ton achat sera conditionné à la santé de ton entreprise. Donc, en fait, tant que ton entreprise ne cartonne pas, entre guillemets, ou tu te fais pas un salaire régulier, ce sera pas possible. Si tu as un salaire... Oui, alors... Est-ce qu'il y a un montant minimum? Alors, je dirais pas un montant minimum, mais oui... un chiffre d'affaires minimum. À la première question, tu disais, est-ce qu'une maman solo entrepreneur peut investir? Oui, et oui, ça dépend du coup, là, 100% de la situation de son entreprise. Oui. Et je dirais, il faut déjà prouver qu'on peut se verser un salaire régulier, par exemple 1 000 ou 1 500 euros. Oui. On n'est pas obligé de se verser 5 000 euros, avoir des gros salaires et des gros chiffres d'affaires. Oui. Et à la fois, on va en parler aussi, mais mettre un apport dans le projet immobilier. Ah, il faudra mettre un apport. Oui, d'accord. Mais ça, mettre un apport grâce à l'entreprise. Et c'est tout là, en fait, pas la subtilité, mais l'atout de l'entrepreneur, c'est son entreprise. On pense souvent que parce qu'on a une entreprise, comme tu dis, on n'est pas CDI, donc ça pose problème. Mais en fait, pouvoir utiliser son entreprise, parce que du moment qu'elle va avoir des bénéfices, 5 000, 10 000 euros, pareil, on ne part pas sur des gros chiffres, des grosses structures, des grosses boîtes. Le solopreneur qui a 5 000, 10 000 euros, qui va laisser les bénéfices sur son entreprise, il va pouvoir les utiliser pour mettre un apport dans l'immobilier. Je m'explique. En fait, si le solopreneur veut se verser un salaire avec ses 10 000 euros de bénéfices, il va être taxé. On est taxé avec les charges sociales, patronales, etc. Donc, il nous reste généralement 50% de ces 10 000 euros en tant que salaire. Si on se les verse, deuxième option, en dividende, à ce compte-là,
on va être taxé à 30%. Je simplifie les oui, calculs. Oui, bien sûr. Voilà, donc il va nous rester 7 000 € à pouvoir réinvestir dans notre projet immobilier. D'accord. Mais la troisième option, et c'est là toute la force de l'entrepreneur, c'est de pouvoir lier son entreprise qu'il a créée et l'entreprise immobilière. Et là, ce sera un choix qui va se tourner du coup vers la SCI, obligatoirement, et pas du nom propre, la SCI. Oui. Et les lier avec ce qu'on appelle une holding. D'accord. La holding, c'est juste un vaisseau fiscal, en fait, pour transférer de l'argent d'une société à une autre, qui est détenue par la même personne, sans être taxé fortement. D'accord. Et donc, les 10 000 € de bénéfices que l'entrepreneur avait sur son entreprise, il va pouvoir presque mettre ces 10 000 € en apport. Et là, du coup, quand on arrive devant le banquier avec un revenu, 1 000, 1 500 € régulier, plus un apport, là, on rassure la banque. D'accord. Et après, la banque, souvent, aussi nous connaît. On a une relation avec cette banque. Alors, ça dépend, banque en ligne ou non, mais si vous avez une banque qui n'est pas en ligne, qui est physique, il vous connaît en tant qu'entrepreneur, il a des rendez-vous réguliers avec vous, il suit vos comptes, il suit le chiffre d'affaires, etc. Et donc, il y a déjà une relation qui est établie. Alors, même si c'est pas lui qui va faire le dossier immobilier de l'emprunt, il va aller parler à ses collègues et dire cette personne, cet entrepreneur, il est stable, il est sérieux. Le dossier, voilà, en fait. Et il va recommander auprès de la personne qui s'occupe dans la même banque du projet immobilier. D'accord. Et est-ce que j'ai tellement de questions. Est-ce que dans les banques, il y a des personnes attitrées aux chefs d'entreprise ? Oui. 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 Et il y a des personnes qui vont gérer à la fois la partie compte courant tous les jours et même la partie projet investissement, parce que ces personnes-là peuvent à la fois faire de l'investissement dans l'entreprise, l'investissement d'entreprise, mais aussi pourraient faire de l'investissement immobilier. Donc ça dépend certaines organisations, mais il y a des banques carrément où c'est le même conseiller qui va à la fois gérer les comptes courants et des projets d'investissement. D'accord. Et ça facilite du coup les choses par rapport à la relation. Alors, ce que je te disais, oui, comme on en parlait aussi il y a des banques où il y a un service dédié aux entrepreneurs. Oui. Est-ce que tu as quelques noms de banques qui prêtent plus ou pas ? Ou c'est touchy ? Tu peux dire que tu es soumise au secret Alors, je vais pas... Je dirais, je sais lesquels ne prêtent pas du tout, mais je vais pas... Après, ça dépend en fait... Elle veut pas se mettre mal avec les banques de... Et oui, et puis je dirais, ça dépend aussi du moment de la banque. C'est-à-dire, les banques ont des cibles clients, et des fois ils disent on cherche plutôt une cible jeune, etc., qui est primo-accédant. On cherche plutôt l'entrepreneur, voilà. Donc ils changent aussi. Ce que je vais dire aujourd'hui, ça sera peut-être plus vrai dans 6 mois. Par contre, moi, je travaille avec ma courtière. Parce qu'au lieu de se casser les dents devant un banquier, toutes les banques et d'aller voir toutes les banques parce qu'avoir un refus, on peut se dire mince, en fait, ça... non, je ne peux pas emprunter. En fait, c'est pas ça. C'est que chaque banque a son profil client. Et il faut vraiment savoir par rapport au moment-là quel est le profil client. Et donc moi, je travaille avec ma courtière dans la formation qui va savoir quelle banque, en fonction vraiment en plus du profil qui peut être un peu plus complexe que juste l'entrepreneur tout seul, quelle banque va mieux correspondre et pourrait potentiellement plus dire oui qu'une autre. D'accord. Moi, je sais par exemple que ma banque historique ne prête pas en SCI. Ils ont fait le choix c'est plutôt là les salariés type achat en nom propre. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est qu'une SCI ? Ah oui. Oui, tout à fait. Alors, une société, une SCI, ça va être une société civile immobilière. Et là, on a le mot société par rapport à un achat en nom propre. D'accord. Donc, la société, la SCI, notamment à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, c'est comme une SAS, une SARL, elle est soumise aux impôts et elle vit tout seule à part entière en tant que SCI. D'accord. Alors que l'achat en nom propre, c'est-à-dire que moi, Julie, je vais acheter en mon nom à moi, Julie. D'accord. Et je ne pourrais pas céder des parts de cet achat que j'achète en nom propre puisque je l'ai acheté en mon nom. Alors que la SCI, je peux donner les parts, par exemple, à ma fille. C'est une société à part entière. D'accord, c'est comme si tu achetais des actions, des parts... Voilà, c'est plus ça. Et après, il y a différents types de SCI. Il y a la SCI à l'IS, impôt sur les sociétés, où là, on est purement sur une société, gestion société, paiement de l'impôt
sur les sociétés, D'accord. où on est sur une SCI à l'IR, là, impôt sur les revenus, et donc ça va être un petit peu transparent fiscalement, et ça va aller aussi, je dirais, se mettre sur notre fiche d'impôt, qu'on a eu tant de revenus, et on va payer les impôts en tant que, je dirais, plutôt comme un salaire ou autre. Donc après, D'accord. c'est aussi un choix fiscal. Et est-ce qu'on paie aussi tout ce qui est taxes foncières, taxes d'habitation quand on a un SCI ou pas du tout? Alors, ça reste la même chose. Le bâtiment en lui-même, il est sur un terrain, etc. Donc tout ça, ça reste pareil. Mais soit on le paye, soit moi, Julie, je vais payer ma taxe foncière en mon nom. Donc, je vais avoir une imposition avec mon nom sur la feuille en haut. Soit c'est le nom de la SCI. D'accord, ok. Voilà. Mais c'est plutôt le choix de SCI, donc les sociétés, ou non propres. Ça va être vraiment sur l'objectif qu'on a et aussi notre capacité financière à pouvoir supporter justement la taxation. D'accord. Donc, il faut l'intégrer aussi dans... Il faut l'intégrer complètement dans le projet et dans la réflexion. Et est-ce qu'on peut mettre en location une SCI, par exemple? Alors, c'est-à-dire? Je sais pas si... Alors... Partons du principe. J'ai monté ma société. Voilà, c'est une SASU. Voilà, je prends un exemple qui n'est pas du tout précis. J'ai monté ma société en SASU. Aujourd'hui, je souhaite acheter un bien, je sais pas, à Nantes. Oui. Parce que j'ai envie d'habiter à Nantes ou à Rennes, parce que tout le monde part là-bas. Et quitte Paris. Je veux m'acheter un bien à Rennes. Est-ce que je peux m'acheter mon bien en SCI et mettre le siège de ma société dans cette SCI-là, par exemple? Ou ça ne se fait pas du tout? Oui, tu peux acheter ton bien en SCI, mais après, moi, j'ai l'adresse de la SCI où je reçois le courrier. Hein. Ouais. C'est vraiment ça. Le siège social, c'est chez moi, à ma maison. D'accord. Dans ma maison, même si j'ai acheté dans différentes villes. D'accord. Ça, c'est complètement décorrélé, mais c'est vraiment une histoire de courrier. Et du coup, par contre, la taxe foncière va être sur ton bien à Rennes, pas sur là où tu es aujourd'hui. Oui, d'accord. Voilà. Et par contre, par exemple, si moi j'habite pas à Rennes, est-ce que je peux louer en fait, si j'achète pas forcément un immeuble commercial, mais j'achète un appartement, une maison, plus précisément comment on appelle ça, un ancien corps de ferme, voilà. Oui. Avec pierre apparente. Avec pierre apparente et verrière, voilà. Et du coup, me dire que ce logement-là, est-ce que je peux le louer ou l'utiliser? Mais ce sera dans un cadre... Alors, tu peux le louer à quelqu'un d'autre. Ça, on est dans le cas classique de la SCI, d'une location, que ce soit en nom propre ou en SCI, on loue cette longère, voilà. Oui, c'est avec ça, verrière. avec verrière, bien sûr, précis. Hein. Voilà. Et sinon, si tu veux faire ton activité dedans, et ben là, c'est un système, effectivement, où là, ta société de départ, alors pas la SCI, mais ta société de départ, et ben loue à la SCI, à travers un bail commercial, elle loue le bien. D'accord. Et c'est généralement ce qu'on fait quand on a un commerce physique. À un moment donné, quand ça marche, on finit par acheter en fait les murs de là où on est. Et du coup, on utilise effectivement la SCI pour pouvoir acheter physiquement les murs. Et puis, on se loue entre nous-mêmes, quoi. D'accord. La société sur laquelle tu fais loue à la SCI le logement. D'accord. Donc, en fait, on peut avoir sa société, louer son bien à la SCI. Oui. Et quand tu as suffisamment de cash, tu peux racheter ta SCI, en fait. Enfin, tu la laisses comme ça. Elles sont... Oui, oui. En fait, l'argent ne part pas ailleurs. L'argent reste à la maison. C'est comme quand tu es propriétaire et que tu achètes ta maison principale, c'est pareil. Là, t'es locataire. Là, en fait, tu ne payes pas de loyer, mais tu rembourses ton emprunt. Là, c'est pareil. Au lieu de payer un propriétaire, là, c'est pareil. Tu vas payer le loyer, tu vas le payer à la SCI. Oui, en fait, c'est toi. Je sais que dans certains cas, il y a certains logements. Alors, je sais pas si c'est uniquement pour les logements sociaux, mais quand tu es resté longtemps dans une location, des fois, ils revendent des immeubles et en fait, ils te font, je sais pas, quand ça fait 20 ans que tu es là, comme ça fait 20 ans que tu as payé ton loyer, du coup, c'est amorti et du coup, ils te font un prix beaucoup moins important quand tu rachètes les murs. Dans la location. Ça arrive parfois, mais après, je pense que c'est un peu plus isolé. Hein. Oui, c'est plus isolé, ça serait pas le principe. Là, je dirais... Ça se revend comment Enfin, j'ai trop de questions. Ça se revend comment une SCI
comment ça se revend une holding, mais là, on n'aura pas assez de temps pour... Oui, et puis je crois qu'on va rentrer dans des détails techniques. Je vais perdre tout le monde. J'espère que vous êtes encore là. Vous n'êtes pas encore endormis avec tout le truc. Oui, tu fais ça, tu investis de telle manière, etc. Je pense que juste ce qu'on retient de ça, c'est que chaque cas est particulier. C'est ça le truc. Et en fonction de chaque personne qui va avoir ou pas un local physique ou pas, qui va vouloir faire une donation à ses enfants, qui va vouloir finalement investir seul, etc. C'est plutôt, en fait, là, on ne peut pas tout regrouper, mais chaque situation sera différente. Ouais. Oui. Il y a des gens, comme tu disais au départ, qui vont avoir peur d'investir 100 000 euros. Il y a d'autres personnes qui vont pouvoir acheter un immeuble ou deux sans problème. De peur de passer à l'action. Ouais. Donc, c'est un attrait plutôt perso. Ok. Alors, tu nous as expliqué comment on faisait pour acheter une maison quand on était freelance. Quels sont les indispensables pour emprunter en tant que chef d'entreprise ? Qu'est-ce que si tu avais 3 trucs à nous dire ? Je crois qu'on avait déjà répondu à cette question. Oui, je vais juste résumer. Les indispensables, ça serait d'avoir un revenu fixe. 1 000, 1 500 euros, ça suffit. D'avoir une entreprise qui est stable, pas forcément 3 ans, mais une entreprise qui est stable, d'autant plus sur un marché qui est porteur et qui a prouvé aussi le marché qui est stable. Et je dirais du coup de pouvoir mettre un apport, que ce soit un apport à travers personnellement, c'est-à-dire en direct, ou à travers sa société avec l'explication de la holding. D'accord. C'est ça, je dirais, les 3 critères pour pouvoir, je dirais, commencer à se poser la question de la possibilité de faire un investissement. D'accord. Et quand on décide de négocier avec sa banque, finalement, le bon réflexe, c'est de prendre un courtier directement. Ou est-ce qu'on peut y aller directement ? Alors, ce qu'on peut faire au départ, c'est déjà de contacter la banque dans laquelle sa société est. Comme je parlais tout à l'heure, on a la relation avec cette banque-là, il nous connaît. Donc déjà, on va essayer d'ouvrir cette porte qui est plus facile que les autres. D'accord. Si jamais la banque n'est pas réceptive, ou alors que ce soit par exemple une banque en ligne, où là les banques en ligne ne font pas d'emprunt immobilier, ils font que plutôt de la gestion compte courant de l'entreprise. Du coup, là, moi, je conseillerais d'aller voir un courtier. D'accord. Parce qu'il faut quand même être clair, l'entrepreneur n'est pas dans la situation optimum, c'est-à-dire le CDI, 40 ans, avec sa femme, etc. Donc, autant se donner toutes les chances de son côté et de ne pas se décourager et d'aller voir directement le courtier qui maîtrise complètement nos profils spécifiques. D'accord, donc un courtier plutôt spécialisé pour les entrepreneurs. Ça existe Alors, non, ça n'existe pas, mais les courtiers, ils savent quelle banque, ils ont une sensibilité sur ça, en tout cas, par rapport à nous. Oui. Et c'est pour ça que moi, je l'ai intégré aussi juste dans mes programmes, parce que ça, c'était très important. Oui. Alors, du coup, ça, tu m'as répondu. Quels sont les réseaux d'experts que nous devons avoir en notre entourage ? Donc, un expert, un expert comptable, un notaire, un courtier. Dans quel cas de figure on se voit automatiquement refuser un prêt ? En fait, si on n'a pas d'argent. Alors, comme je l'ai dit, si son entreprise, elle n'est pas stable, si tu perds 30 000 euros tous les ans, le banquier va se dire, mais si jamais il y a un imprévu, comment il rembourse l'emprunt, quoi. D'accord. Donc là, et c'est comme, je dirais, la personne au chômage qui a découvert. On est dans l'extrême, mais là, c'est pas la peine d'aller voir le banquier, ça va pas marcher. On sait jamais, sur un malentendu. Alors du coup, je vous prête 1 million. Ah d'accord, merci. Alors, comment, clairement, l'immobilier peut devenir un business ? Comment tu peux te dire que ça... Il y a le fait d'être entrepreneur et de se dire, je peux acheter, ça c'est un premier step. Oui. Et deuxième step, c'est de se dire, j'ai envie de devenir investisseur en immobilier. Oui. Est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est possible ? Alors, c'est possible. C'est possible, alors je dirais qu'il faut quand même du coup là avoir une capacité financière qui va être un petit peu plus importante. C'est-à-dire tout à l'heure je parlais de critères avec 10 000 euros d'apport et puis 1 000, 1 500 euros de salaire. Mm-hmm. Là, si on veut vraiment devenir investisseur immobilier, cumuler les biens, donc augmenter son taux, son endettement auprès d'une banque, il va falloir quand même là avoir peut-être une plus grosse boîte avec plus de bénéfices et plutôt injecter 40 000, 50 000 euros parce qu'en plus, on va être sur des projets qui sont plus gros
On est sur 8% des frais de notaire qui aujourd'hui sont demandés en apport dans des projets. Donc, si on est sur des projets à 400 000, 500 000, tout de suite, il faut sortir 40 000, 50 000 euros de frais d'apport. Et donc, il faut que l'entreprise gagne quand même, fasse plus de bénéfices. D'accord. Donc, je dirais, pour devenir investisseur immobilier quand on est entrepreneur, il faut quand même déjà plusieurs années d'expérience dans sa boîte pour vraiment montrer une stabilité, une maîtrise de son entreprise et puis gagner un salaire qui est plus important avec des apports liés à du bénéfice plus important. Tout est une histoire d'effet d'échelle, quoi. Si on veut cumuler, il faut quand même aussi pouvoir montrer des capacités financières plus importantes. Et à quel moment ça devient... quels sont les avantages et les inconvénients de devenir investisseur en immobilier ? Il n'y a que des avantages. Si on achète bien, si on comprend bien le marché, qu'on choisit le bon régime fiscal... Pour moi, je vois que des avantages. D'accord. Alors, bien sûr, sous l'hypothèse, et on en a parlé, de cet investissement qui apporte de la sérénité, c'est-à-dire qu'on choisit ses locataires, on n'a pas de problème du coup d'impayé, on a des biens qui sont hyper propres, donc on n'a pas non plus de problème du chauffe-eau, de la fuite à droite, à gauche. Donc, tout ça, c'est un ensemble. Quelles sont les erreurs les plus courantes que tu peux voir ? Déjà, la première erreur, ça va être sur le choix de la rentabilité du bien. On se dit que mettre 200 € en plus pour rembourser le crédit, c'est une super affaire. Mais comme je disais, c'était mon premier investissement immobilier. Et pour moi, c'est une erreur parce qu'on est en train de s'enchaîner sur les 20 prochaines années à sortir 200 € de sa poche personnellement pour investir dans l'immobilier. Donc l'important pour moi, c'est que ça soit un bien qui s'autofinance. Quand on veut le louer, on est d'accord. Quand on veut louer, oui, on est d'accord. S'autofinance, ça veut dire que toutes les dépenses qu'on a, que ce soit, les taxes, les impôts, les petits travaux d'entretien, vont être couverts par les loyers, à 100%. D'accord. Pour moi, c'est pas normal, je vais pas dire ça, mais c'est pas viable sur le long terme de rajouter tous les mois, etc. Si on a des changements de vie à un moment, on va se retrouver coincé. Oui, parce que tu auras quand même les 200 € à sortir. Et la banque va aller les chercher, voilà. Donc, la banque va vouloir que l'on rembourse l'emprunt. Donc, ça, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, 15 ans dans notre vie. Donc, souvent, les gens sont contents parce qu'ils achètent quelque chose dans des grandes villes, très cher, avec l'optique de revendre en plus-value. On ne sait pas non plus. Oui. Généralement, oui, aujourd'hui, le marché augmente, etc. Mais quelle plus-value ? Mais avec un effort, ce qu'on appelle un effort d'épargne qui va être important. Et cet effort d'épargne, il va pénaliser le niveau de vie de la famille et puis un peu bloquer aussi sur les futurs projets immobiliers. Parce que du coup, on ne peut pas en faire un deuxième comme ça. Sinon, à un moment, on se met le couteau sous la gorge. Parce que j'avais discuté avec une banquière qui me disait que... Alors, quand on avait déjà fait l'acquisition d'un premier bien, quand on veut faire l'acquisition d'un deuxième bien, en fait, ils partent avec le principe que son niveau de... comment on dit ? De taux d'endettement ? Le taux d'endettement, il est imputé du premier bien qu'on a eu. Oui. Alors, il y a eu une nouvelle loi du Haut Conseil de stabilité financière qui est sortie en janvier 2022 et qui a complètement, effectivement, bouleversé le calcul du taux d'endettement. On n'est plus à 3 fois, au moins 3. Le loyer doit faire 3 fois le salaire. Alors ça, c'est pour la partie le locataire qui va chercher son bien pour être sûr qu'il va te payer ton loyer. Mais là, on est plutôt sur le taux d'endettement a été fixé à 35% et assez ferme. C'est-à-dire, on ne peut pas dépasser les 35%. Sinon, les banques, elles se font taper dessus. On entend aussi beaucoup de choses là-dessus en disant « Oui, mais moi, j'ai un cas dérogatoire, etc. » Oui, mais la manière générale, c'est dire 35%. Donc, il faut apprendre à jouer avec ça. Et je dirais, c'est la méthode de calcul qui a changé. D'accord. Avant, effectivement, on faisait ce qu'on appelait un calcul différentiel. Donc, on allait prendre la différence entre son emprunt et les loyers. Et du coup, un investissement immobilier où on ne sortait pas d'argent, que ça s'auto-finançait, on est toujours dans cette hypothèse, en théorie, ça n'impactait pas ton taux d'endettement, puisque l'investissement immobilier, il vivait tout seul dans son coin et qu'il n'allait pas te manger ton reste à vivre mensuel. D'accord. Et maintenant, ils ont changé la méthode de calcul où ils font vraiment
il compare toutes les dépenses par rapport aux revenus. Et du coup, même si le bien il est rentable, ton taux d'endettement il va être impacté par ton investissement immobilier. D'accord. Ça, c'est la nouvelle règle en ce moment. C'est pour ça que, pour contrer un petit peu ça et ne pas plutôt être sur borderline par rapport aux critères et trouver des banques qui sont moins regardantes, moi, j'ai pris le parti de travailler avec la courtière et de vraiment travailler en amont les comptes pour baisser ce taux d'endettement. Parce qu'il existe des solutions pour baisser le taux d'endettement. Déjà, si on a des prêts à la consommation, faut les racheter parce que ça plombe vraiment le taux d'endettement. Et aussi, sinon, aller rallonger les durées d'emprunt. On est quand même sur des taux qui sont bas, même si aujourd'hui les taux d'intérêt remontent. On n'est pas à 3 à 4%, on est encore bas. Donc l'idée, c'est de rallonger sa durée d'emprunt ou de regrouper ses emprunts pour baisser ses mensualités, les rallonger et du coup baisser automatiquement le taux d'endettement pour pouvoir réinvestir. D'accord, ok. Et c'est comme ça que moi je travaille avec mes clients, avec la courtière. D'accord. Donc, on n'est plus sur le même modèle. Oui, depuis janvier, ça a un petit peu été... Mais il y a eu pas mal de changements, en fait, depuis janvier. Ouais, alors en fait, le monde de l'immobilier a pivoté en 2022, clairement. Moi, quand j'ai démarré en 2017, on pouvait facilement trouver des biens rentables. On nous prêtait facilement à 110%, c'est-à-dire 100 mètres d'apport. Tout était facile en SCI, etc. Et c'était un petit peu l'abus. Et du coup, il y a eu pas mal de dossiers d'endettement et de personnes en difficulté parce que des personnes qui avaient mal acheté, qui ne savaient pas gérer, qui avaient des emprunts avec des gros immeubles et puis qui n'arrivaient pas à louer, rembourser, etc. Donc là, en fait, il y a eu 2 pivots qui ont été faits en 2022. Et aujourd'hui, pour se lancer dans l'immobilier, il faut plutôt être, entre guillemets, connaisseur ou accompagné. Et ça, je le conseille fortement. Le premier, c'est cette histoire de taux d'endettement avec le Haut Conseil de stabilité financière qui va, vraiment regarder que les dossiers qui sont très bien solvables et je veux dire qu'on a la capacité à assumer s'il y a un problème. Et donc ça, il faut faire très attention à ça. Et le deuxième, c'est tout ce qui est les diagnostics énergétiques avec la loi climat. Ah oui, c'est vrai. Voilà, qui a aussi énormément impacté les choses parce que souvent, les personnes... qui sont propriétaires, enfin souvent non, il y a certaines personnes qui louent des biens qui sont pas, corrects. Oui. Corrects dans le sens aussi isolation, humidité, ventilation avec la VMC, etc. Et donc là, le gouvernement a voulu un petit peu protéger le locataire et du coup imposer des travaux de rénovation aux propriétaires. Et donc, du coup, là, il faut faire attention puisque sur le marché actuellement, il y a beaucoup de biens qui sont en F et en G. Et que, les personnes essayent de nous refourguer un petit peu. Oui, bien sûr. Voilà. Parce qu'ils savent que d'ici 2025, ils ne vont pas pouvoir le revendre. Et le louer, surtout. Oui, ils ne vont pas pouvoir le louer. Et donc, moi, je fais très attention à ça. Soit c'est une opportunité d'acheter un logement mal isolé, parce qu'il y a des isolations qui sont faciles à faire. Soit c'est une grosse arnaque, parce qu'il faut... tout casser, casser tous les murs et tout refaire. Et en copropriété, si les autres ne votent pas, sont pas d'accord, on est coincé, quoi. On peut pas louer son bien dans un immeuble où on n'est pas maître des décisions, où il faut tout refaire à l'intérieur, etc. Enfin, voilà. Donc, il y a les deux parties. Ça peut être une opportunité pour l'investisseur ou ça peut être vraiment, un terrain glissant. Et là, il faut avoir un œil un peu aguerri là-dessus. Et moi, je vois énormément d'annonces immobilières où c'est marqué « idéal investisseur » et c'est une arnaque. D'accord. Un logement en G. C'est ça que tu as créé les... Voilà, Julie et Pluche. Les petites annonces. Les petites annonces. Enfin, les patates, les petites annonces. Et effectivement, on voit pas mal d'arnaques en ce moment sur ça. Ouais, donc quand on veut faire l'investissement immobilier, dans tous les cas, il faut avoir une veille constante sur ce qui se passe. Oui, sur ce qui se passe, les nouvelles règles, les tendances actuellement. Parce que l'immobilier... c'est des projections à 20 ans. Et donc, on fait un emprunt et on calcule des rentabilités avec des loyers, mais sur 20 ans. Donc, les changements de loi qui peut arriver dans les 5 prochaines années vont arriver. Alors, il y en a peu, mais la loi climat, ça paraissait évident sur ce genre de choses. Donc, il faut faire attention. Selon toi, quels sont les créneaux porteurs où on doit absolument être actuellement ? Bon, le Pinel, on va oublier. Voilà, le Pinel, non. Ouais. J'ai envie de te demander pourquoi non au Pinel. Alors,
Enfin, après, c'est ton parti pris, mais... C'est mon parti pris, oui. Généralement, maintenant, quand tous les investisseurs immobiliers un peu aguerris vont avoir un peu le même, je dirais, parti pris que moi. Et je vais prendre mon exemple. Donc moi, j'ai acheté un Pinel en 2016 pour la défiscalisation. Ce Pinel, je l'ai acheté à travers un promoteur immobilier et la banque qui me proposait le crédit qui allait avec. Et par rapport à ça, généralement, comment se font, en fait, comment les promoteurs immobiliers gagnent de l'argent ? C'est normal à un moment, mais c'est que le bien est généralement 20% plus cher que le marché. D'accord. Donc moi, déjà, j'ai surpayé mon bien, mais je m'en suis pas rendu compte. Et puis, comme j'étais attirée, tu vois, par l'attractivité... Ah non, par la défiscalisation. Ah oui, comme j'étais attirée par payer moins d'impôts, j'ai oublié tout le reste. Voilà, j'étais attirée par l'objet brillant, payer moins d'impôts. Oui. Et du coup, j'ai oublié de regarder le prix du marché. Et j'ai acheté aujourd'hui un appartement qui est au-delà du prix du marché. Ça, c'est le premier point. Deuxième point... Mais tu t'y retrouves finalement avec la défiscalisation Alors, je m'y retrouve sur les 9 premières années. Parce que là, moi, j'ai choisi un modèle où je vais défiscaliser sur les 9 premières années. C'est tellement pointu. Voilà. À partir de la 10e année, j'ai acheté en nom propre, du coup. Parce que pour bénéficier du Pinel, là, j'ai acheté en nom propre. À partir de la 10e année, je vais me faire matraquer par les impôts parce que mon revenu foncier, enfin mon loyer va être classé comme des revenus fonciers sur ma feuille d'impôt. Et j'aurais pu cette défiscalisation à côté. Et alors là, je vais prendre plein pot tout ce que moi, je ne fais pas aujourd'hui, je vais prendre plein pot l'impôt à hauteur de 30 à 50% sur mon loyer, mon loyer que je loue dans cet appartement-là. D'accord. Et troisième point... J'ai cru que tu avais fait un calcul de rentabilité sur 20 ans et que tu avais vu qu'à tel moment, ton taux allait changer. Non, tout simple. À partir de la 10e année, j'ai pu cette défiscalisation et là... Ah d'accord, mais c'est pas tout le long où tu paies le bien, en fait. C'est juste les 7 premières années que tu as, les 10 premières années. En fait, les 9 premières... En fonction, tu as 3, 6, 9, en fonction du régime que tu prends, tu as une défiscalisation sur une durée. Mais après, tu as choisi un régime fiscal tellement pénalisant. Voilà, et tes pieds et poings liés par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'imagine que tu veuilles le revendre au bout de la 10e année. Tu te dis, Julie, tu vas revendre ton bien dans 10 ans. Le problème, c'est déjà, j'ai acheté dans une résidence où il y avait à peu près une centaine de biens qui sont tous pareils, avec tous les mêmes investisseurs comme moi, qui vont vouloir potentiellement revendre leurs biens. Déjà, il faut s'imaginer qu'il est déjà plus cher que le marché. Et en plus, tout le monde va vendre le même bien que moi sur le marché. Donc, il n'y aura pas de singularité, Voilà. En fait. Et en plus, j'ai fait un engagement sur la TVA sur 20 ans. Donc, si je revends mon investissement avant mes 20 ans, je vais devoir rembourser la TVA que j'ai bénéficié de la TVA. D'accord. Donc, en gros, c'est un micmac pour... c'est poussé par les banques et par l'État parce que ça crée, un effet de travaux, des logements. Mais en investissement immobilier... L'erreur, pour moi, numéro 1, si on revient, je pense que c'était ça la question, le Pinel. D'accord, ok. J'allais dire, tu vas passer dans le homestaging là, avec Stéphane Plaza. Maison à vendre. Maison à vendre, c'est ça. Oui, attends. Mais alors, généralement, je me fais pas forcément des amis parce que j'ai un œil plutôt critique sur les choses, que ce soit le Pinel ou que ce soit le bien quand je fais mes émissions. Et du coup, j'ai pas mal d'agents immobiliers qui me suivent, mais plutôt parce que... j'ai tendance à parler franchement du bien et à voir tous les défauts, etc. Alors du coup, moi j'ai pas de parti pris à vendre le bien ou pas. Moi, je touche pas de commission sur la vente du bien. Donc, je dis honnêtement ce que tu penses, les avantages et les inconvénients du bien. Bah oui, mais et donc, tout à fait raison. Des fois, ça peut être un peu... Ça peut être piquant, oui. Mais c'est pas grave. Hein, tu fais ton travail. Ouais, voilà. Alors, si tu avais un conseil à donner, que serait-il ? Enfin... N'achetez pas un Pinel, je sais pas. Si tu veux, si tu avais un conseil à donner à une femme entrepreneur qui souhaite acheter demain, qu'est-ce que tu donnerais comme avis ? La question était longue, je suis désolée. Pas de souci. Déjà, je dirais de penser que c'est possible. Oui. Ça, c'est une première étape de prise de conscience. Voilà, de vraiment penser que c'est possible et deuxièmement que c'est important. Au-delà de la rentabilité, au-delà de comment acheter quoi, quel régime, tout ce qu'on a pu discuter là, qui est une étape importante de la réussite de son projet, au-delà de ça, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et pourquoi on le fait, pour moi, c'est hyper important pour les entrepreneurs, alors que ce soit
hommes ou femmes, mais d'autant plus pour les femmes, c'est que on ne pense pas souvent à la retraite. On est focalisé sur nos entreprises à court terme, etc. Il faut que ça marche. Mais la retraite, selon le régime qu'on a choisi de son entreprise, elle va peut-être être très faible. Et donc, du coup, il faut se protéger. On ne peut pas se dire qu'après, quand on aura travaillé toute une vie, ne pas avoir un complément ou du moins avoir une petite retraite. Deuxièmement, il y a, en tant que femme, potentiellement maman, il y a aussi l'importance ou la fierté de pouvoir transmettre à ses enfants. Et ça, c'est aussi important. Et moi, je voulais, par exemple, ça a été un déclencheur, en fait. On n'en a pas parlé, mais Chloé, ma fille, ça a été un déclencheur. Oui. Parce que je voulais lui permettre d'avoir la vie ou le métier qu'elle veut. Et des fois, il y a des métiers qui sont plus difficiles que d'autres, qui payent un peu moins, voilà, les artistes, etc. C'est peut-être plus compliqué. Mais j'avais pas envie qu'elle choisisse le métier par défaut pour en vivre et qu'elle puisse faire le choix qu'elle veut. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut offrir à ses enfants. Et l'immobilier, il permet ça. D'accord. Si on le fait, on peut le faire, pour sa retraite, pour soi. Deuxièmement, pour la transmission à ses enfants. Et troisièmement, moi, je le vois comme une sorte de sécurité. Sécurité, c'est-à-dire si demain, on en a déjà parlé, mais si demain, je ne suis plus là, moi, mon conjoint, il y a quand même un système, parce que là, on a des emprunts et des assurances sur les biens. Et grâce à ces assurances, nos projets immobiliers, nos immeubles vont être remboursés. La banque, l'emprunt va être remboursé. C'est certes pas l'objectif de départ, on est d'accord. Mais si demain, nous, on n'est plus là et qu'elle n'a pas encore fait ses études, elle pourra revendre ses biens pour se payer ses études. Et ça aussi, ça n'a pas de prix. C'est une sorte d'assurance vie que je lui rajoute en plus de tout le reste, parce que on se dit, voilà, en plus de la douleur de ne plus avoir ses parents ou quoi, un accident de la vie, elle va galérer pour faire le métier qu'elle voulait. Donc, je lui offre aussi cette possibilité de la sécuriser. Donc, pour moi, le conseil que je peux donner, c'est de penser que c'est possible et de le faire pour ces raisons-là. Et après, effectivement, bien le faire en étant accompagné, etc. Parce que le montant de l'investissement, il est suffisamment important pour ne pas être pris à la légère. 100 000, 200 000 euros sur 20 ans, si on le fait mal, ça peut coûter nous déstabiliser dans notre vie de tous les jours. Oui. Donc, c'est aussi important de bien le réfléchir. Voilà ce que je pourrais dire. D'accord, mais tu as tout à fait raison. Hein. Parce que ce que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que sur tous les biens immobiliers, le patrimoine était détenu à 1%. Le patrimoine mondial est détenu à 1% par les femmes. Et elles l'ont parce que soit elles en ont hérité de leurs parents, ou de leur père, soit parce qu'elles ont été veuves. Oui, c'est vrai. Déjà 1% du... Voilà, donc il y a à faire. Il y a des biens à acheter. Oui, et il y a à faire, je pense, en plus, pour les raisons que je viens d'expliquer. Les mamans, on est encore, je pense, encore plus sensibles à ça, à la protection de nos enfants. Donc, maintenant, l'immobilier, ça peut paraître comme étant un monde d'hommes. Ça l'était, mais c'est comme tout. Je pense qu'une femme peut se faire sa place. Et moi, par exemple, j'ai une très, très bonne relation avec mes locataires. Ça passe très bien. Et justement, il y a peut-être cette finesse féminine qui fait que quand ils ont un problème de plomberie ou autre, ils vont pas s'attendre à ce que je répare, mais ils vont me laisser le temps d'appeler l'artisan et être peut-être un peu plus patient, tu vois. D'accord. Et donc... ça peut être un atout, finalement. Voilà. Moi, je trouve que ça passe très, très bien avec mes locataires. Et du coup, je me sens très à l'aise dans ce milieu-là. Et c'est possible aussi. Et il y a la touche féminine de la déco. Moi, je sais que je fais carton plein sur mes meublés parce que je vais avoir le cadre, design, et ça va plaire tout de suite aux étudiants. Cette touche patte pour la décoration qui plaît, quoi. D'accord. Merci Julie. Merci aussi. Tu avais partagé toutes ces astuces, toute ta vision, de nous avoir sensibilisé aussi au fait de pouvoir acheter et de se dire qu'on est entrepreneur, on peut acheter aujourd'hui, c'est impossible. Impossible, oui, merci. C'est pas forcément le chemin le plus facile, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. Où on peut te retrouver, Julie ? Alors, on peut me retrouver sur mon compte Instagram, donc libremo-8 Julie. D'accord. On peut me trouver sur mon site internet librimoacademy.fr.
On peut me retrouver en live, donc ça aussi c'est une expérience que j'adore, avec Julie Épluche et les petites annonces, ça c'est tous les mercredis, et donc c'est sur YouTube ou Facebook, mais bon, vous tapez sur YouTube Julie Épluche et les petites annonces. Le titre est assez, je dirais, original pour me trouver directement. Voilà. Et puis, j'adore analyser les annonces immobilières dans ce live. Et puis, je prends toujours un plaisir d'échanger en direct et répondre aux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça a été un réel plaisir. Pour moi aussi, merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Je vais retrouver Julie sur les réseaux sociaux avec Julie, Librimo-8 Julie. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations qui la concernent dans le descriptif de l'épisode du podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux de Business de Meuf. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao les meufs! Trop cool, vous êtes restés jusqu'à la fin et j'ai envie de vous remercier de votre écoute et pour vous remercier d'être là depuis 2 saisons. Je vous offre un petit bon cadeau que vous pourrez retrouver dans la bio, dans la description du podcast. Donc c'est un petit cadeau que je vous propose avec Axonote, donc allez regarder, ça va être top. Et puis je vous donne rendez-vous très rapidement dans 2 semaines pour le prochain épisode de podcast. À bientôt, ciao les meufs.